Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Alors, on boit un abino banso bandeko na biso ba bolingo ba wazalendo moyo en bonsu banana de bateleji jambo yendo wasikilizi wapenzi bote na beno bampangi. Voilà, chers compatriotes, le président Félix Tshisekedi est arrivé à Luanda où il assiste au sommet États-Unis-Afrique, plus particulièrement 17e sommet des affaires entre les États-Unis et l'Afrique à Luanda. Et cela sans Paul Kagame. Paul Kagame, désormais, il sera écarté de ce genre de projet dans la région. Eh bien, chers compatriotes, avant de vous présenter la vidéo que j'ai gardée pour vous sur le sommet de Luanda, je vais d'abord vous présenter l'héroïsme de Constant Mutamba dans la justice. Le héros de la justice. Nous avons besoin de faire des éloges pour lui, chers compatriotes, sans gêne. Il a eu le courage de démissionner et d'accepter d'affronter la justice. Et c'est maintenant cette justice-là qui a peur de fixer la date de pouvoir l'entendre. Voilà. Je vous parle de ce héros. Le héros de la justice, Constant Mutamba. Constant Mutamba, l'ancien ministre de la Justice, est un véritable héros dans la lutte pour la justice et la transparence en République démocratique du Congo. Malgré les nombreux défis et les pressions politiques, il a toujours maintenu son intégrité et son engagement envers la justice. Ses réalisations, levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila. Constant Mutamba a joué un rôle clé dans la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila, permettant ainsi à la justice de suivre son cours. Proposition de loi pour la création d'un parquet financier. Il a également proposé une loi pour la création d'un parquet financier visant à renforcer la lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics. Ses qualités, intégrité. Constant Mutamba est connu pour son intégrité et son engagement envers la justice. Il a toujours refusé de céder aux pressions politiques et a maintenu son indépendance dans ses décisions. Courage. Il a montré un grand courage dans ses actions, notamment lorsqu'il a décidé de poursuivre en justice des personnalités politiques de haut rang. Vision. Constant Mutamba a une vision claire pour la justice et la transparence en RDC. Il a travaillé à renforcer les institutions judiciaires et à promouvoir la bonne gouvernance. Les défis, pression politique. Constant Mutamba a fait face à de nombreuses pressions politiques et a été confronté à des accusations infondées. Malgré cela, il a maintenu son engagement envers la justice et a continué à travailler pour renforcer les institutions judiciaires. Résistance au changement. Les réformes proposées par Constant Mutamba ont rencontré une forte résistance de la part de certains acteurs politiques et économiques. Malgré cela, il a continué à promouvoir ses idées et à travailler pour un avenir meilleur pour la RDC. En conclusion, Constant Mutamba est un véritable héros de la justice en RDC. Son engagement envers la justice et la transparence, son intégrité et son courage sont des qualités qui font de lui un modèle pour les générations futures. Ses réalisations et ses propositions de réforme sont des pas importants vers un avenir meilleur pour la RDC. Fait de nous choisir sur la RTNC. Mesdames, Messieurs, voici les titres. Une vision commune des partenaires entre USA et Afrique. C'est sur ce thème que s'est ouvert le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique 2025. Un sommet qui réunit plusieurs chefs d'État et des représentants des gouvernements, parmi lesquels le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et puis l'insuffisance rénale nécessaire nécessite plutôt un traitement régulier et coûteux. La RDC, plusieurs milliers de personnes meurent de cette pathologie, faute de moyens financiers. Dans ce journal, vous suivrez les réactions du ministre de la Santé. Ça sera tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue aux 20h.
Félix Tshisekedi est arrivé ce lundi à Luanda, en Angola. Le chef de l'État prend part au 17e sommet africain États-Unis, Afrique 2025. Ce sommet de Luanda réunit plusieurs chefs d'État, parmi lesquels le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez ce reportage de Guilain Kabalondi et Roger Dieye. Luanda, sous le feu de la rampe cette semaine, la capitale angolaise accueille dès ce lundi 23 juin 2025 le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique organisé par le Corporate Council on Africa, CCA, conjointement avec le gouvernement angolais. Ce sommet réunit plus de 1500 délégués, dont des chefs d'État, des chefs de gouvernement et des ministres africains, de hauts fonctionnaires d'entreprises américaines et africaines. Les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les USA et l'Afrique, tel est le thème principal de ce rendez-vous d'affaires qui a lieu à la baie de Luanda dans la côte de l'Atlantique. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi matin à Luanda pour participer à cette rencontre de haut niveau. Au cours de ce sommet US-Afrique, le chef de l'État fera un exposé dans un panel spécifique sur le corridor de Lobito, un projet soutenu par le gouvernement américain. Bien plus qu'un projet d'infrastructure, le corridor de Lobito représente le fondement d'un partenariat stratégique et souverain entre l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. Ce partenariat est renforcé par le soutien des partenaires internationaux majeurs comme les États-Unis via le partenariat pour les infrastructures mondiales. Une visite qui marque une étape importante dans l'engagement de la RDC en faveur de la bonne gouvernance fiscale et de lutte contre les flux financiers illicites. C'est ce lundi que le ministre des Finances, Doudou Famba, a eu un échange avec la délégation de haut niveau du Forum mondial de transparence et d'échange conduite par Zaïda Manata, chef de secrétariat, qui salue la dynamique impulsée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans la transparence et la modernisation de l'action publique. Sylvie Mwembo et Ibrahim Chako pour ce reportage. Pour une gouvernance fiscale plus équitable et transparente, c'est le pari du gouvernement congolais. Recevant une délégation du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements fiscaux, le ministre des Finances, Doudou Famba Likunde Libutaï, vient de mettre sur pied une unité nationale d'échange international de renseignements fiscaux. La République démocratique du Congo bénéficie depuis le mois de décembre 2023, date de son adhésion au forum, d'un programme d'accompagnement technique en vue de son évaluation prévue l'année prochaine. L'hôte du ministre congolais des Finances, Madame Zaïda Manata, chef du secrétariat du forum, a apprécié à juste titre l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo et a souligné le potentiel des outils de transparence fiscale pour l'accroissement des recettes fiscales publiques, la lutte contre l'évasion fiscale et le renforcement de la justice. La RDC s'est engagée au Forum mondial en 2023 et le ministre a réaffirmé son engagement pour progresser dans les domaines de la transparence fiscale et l'échange des renseignements. Les prochaines étapes vont être à l'évaluation par les pairs de la RDC qui aura lieu, va commencer à la fin de 2026 et d'aujourd'hui jusqu'à là, on va travailler avec la RDC pour la préparer pour cette évaluation. À Kinshasa, les membres de la délégation du Forum mondial auront plusieurs rencontres stratégiques avec les parties prenantes nationales afin d'expliquer les enjeux de la coopération internationale en matière fiscale et les bénéfices que la RDC peut en tirer. C'est une lueur d'espoir pour les agents et cadres de l'AMIBA. Un protocole d'accord vient d'être signé en Chine entre l'AMIBA et une entreprise chinoise pour sa relance. Ce protocole d'accord prévoit également le montage d'une usine de ciment blanc ici à Mbujimaï. Un reportage de Robert Ndeye-Chisensé. C'est un projet qui a suscité un grand intérêt pour la population du Kasaï oriental en général et en particulier celle de Katanda. Projet qui vise à renforcer l'économie de la province et à répondre à la demande croissante en matériaux de construction. La cimenterie de Katanda n'est plus un rêve, c'est désormais une réalité.
À la tête d'une forte délégation en Chine, le président du conseil d'administration de la MIBA, Jean-Charles Okotolo Lacombe, et le directeur général de la MIBA viennent de concrétiser la promesse faite lors du forum sino-congolais sur les mines, l'économie et la coopération de l'espace Grand Kasaï par la signature du contrat avec la Chambre des commerces de la province de Hunan. La construction de la cimenterie à Katanda devrait créer des milliers d'emplois et stimuler d'autres secteurs de l'économie du Kasaï oriental. Jean-Charles Okotolo Lacombe remercie le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la matérialisation de cet ambitieux programme d'une cimenterie qui devrait générer plusieurs emplois directs et indirects. Cette cimenterie devrait réduire les coûts de construction en fournissant du ciment localement, ce qui est essentiel pour le développement des infrastructures dans la province du Kasaï oriental et partant sur l'espace Grand Kasaï. Sachez également que le ministre des Postes, Télécommunications et Numérique a présidé la cérémonie de la télé de validation du rapport national sur l'État en préparation de la RDC à l'intelligence artificielle. Devant ses collègues ministres, Augustin Kibassa Maliba a affirmé que ce présent rapport vient de valider la voie à l'IA. Un reportage de Christine Lezo et Renette Koulunga. Cette cérémonie de validation du rapport d'évaluation de l'état de préparation à l'intelligence artificielle de la RDC vise à renforcer l'engagement du gouvernement congolais dans la mise en œuvre de normes d'éthique de l'intelligence artificielle, selon le ministre Kibassa Maliba, qui a lancé les travaux de ces rapports qui marquent l'aboutissement d'un processus démarré depuis décembre 2022 et le fruit d'un travail intense coordonné par la Commission nationale pour l'UNESCO de la RDC avec la contribution précieuse des experts nationaux, de l'appui technique de l'UNESCO et des personnes ressources clés. Le Code du numérique évoque les implications sur l'intelligence artificielle conformément aux droits humains à travers différentes dispositions qu'elle aborde. Il a été renchéri par le représentant de l'UNESCO en RDC, Isaïas Barreto Darosa. On adopté à l'unanimité la recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle qui constitue le tout premier document normatif au niveau mondial sur l'éthique de l'IA. Les participants ont apprécié l'implication déterminante du ministère des Postes et Télécommunications et tous les experts. Occasion pour la ministre de l'Enseignement supérieur de remettre officiellement ses rapports de validation nationale en présence de ses deux collègues de la recherche scientifique, tout en précisant que l'intelligence artificielle peut être un formidable levier de développement durable et peut également renforcer des inégalités existantes ou en créer de nouvelles si elle est déployée sans garde-fou éthique. C'est pourquoi nous avons la responsabilité collective de veiller à ce que son développement soit guidé par des principes de justice en mettant l'humain au centre. Et en nouvelle, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elébé, gagne le pari de la signature du décret portant statut de l'artiste et de professionnel de la culture en RDC. La concrétisation de ce décret, signé par la première ministre, chef du gouvernement, Judith Souminois, est le fruit d'un engagement profond du chef de l'État de reconnaître et de valoriser le rôle crucial des artistes et professionnels de la culture dans le développement de notre nation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Financée par le gouvernement congolais à hauteur de 500 000 $ américains, l'école d'instruction de la police nationale à Kapalata, à Kisangani, dans la province de la Chopo, a été complètement rénovée. D'une capacité de 200 apprenants, cette école d'instruction vise à améliorer les conditions de formation de qualité des futurs policiers. Bobo Anan Mokonzi, pour plus de détails. Lancé en décembre 2024 par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Louko Jekme Chabani, les travaux de la rénovation de l'école d'instruction de la police de Kapalata dans la province de la Chopo, enfin effective. Le gouverneur de province, Paulin Londongolia, exprime sa gratitude au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bâti sur une surface de 13 hectares avec un coût global de 500 000 $ américains, financé sur fonds propres de l'État congolais, ces centres visent le renforcement des infrastructures et des capacités de la police nationale congolaise, ainsi que sa professionnalisation dans le domaine de l'instruction. Et c'est là, dans le but de promouvoir la protection des droits et une gouvernance efficace
au sein de la police, située à plus de 7 km de la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo, avec une capacité d'accueil de 2000 apprenants. Ces centres est une réponse aux différentes questions sécuritaires. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekme Chabani, a pour sa part lancé un défi au commandement de la police, celui d'organiser dans un bref délai la formation de la première promotion pour une police professionnelle, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, la République a mis à votre disposition un instrument majeur pour la formation de nos policiers. Ce que nous attendons de vous, c'est qu'il en sorte des promotions bien formées, des promotions de qualité, des promotions qui vont redorer le blason de notre police nationale. Faisant d'une pierre deux coups, sur place, un groupe de 18 bandits urbains, appelés communément Kuluna, ont été présentés au patron de la sécurité nationale au cours de cette cérémonie, sous l'œil vigilant de la population riveraine, venue nombreuse. 470 ballots détenus similaires au FRDC ont été incinérés par l'état-major de renseignement militaire à Limité industriel. Les responsables des magasins ont été interpellés. Regardez. 470 ballots de tennis similaires à celles de FARDC et de Béré ont été incinérés le vendredi 20 juin 2025 par l'état-major des renseignements militaires. Ces ballots ont été saisis en exécution de l'arrêté du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dans des endroits différents. Le premier lot de 209 ballots gardés depuis 2021 au magasin d'un certain Ngilang, Limawali à la 9e rue. À Limité industriel, et le second lot de 261 ballots découverts chez un expatrié répondant au nom de Abbas Asser Nasser. Les deux individus ont été interpellés puis remis en liberté après exploitation. Ces habits ont été détruits devant un haut magistrat militaire et de médias. Christian Malanga a utilisé les mêmes tenues dans sa tentative de coup de force. Et puis ce communiqué dit FRDC, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale de l'exécution sommaire de 17 civils par la coalition RDF, AFC et M23 le dimanche 22 juin 2025 aux environs de 18h30 au village de Muzinzi en chefferie de Ngweshe dans le territoire de Walungu, province du Sud-Kivu. Plusieurs maisons ont également été incendiées et la population civile terrorisée a été obligée de se réfugier dans les positions militaires les plus proches. La population est accusée de collaborer avec les forces armées et les Wazalendo par l'ennemi après l'échec et des pertes énormes subies dans ces territoires attaqués contre les positions des forces loyalistes. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent cette énième agression et appellent la population à la vigilance. C'est un communiqué signé général-major Ekenge Bomoussa des FRDC. Et puis le traitement de l'insuffisance rénale peut être coûteux, surtout en ce qui concerne la dialyse et la greffe rénale. En RDC, le nombre des patients continue d'augmenter. Et pour remédier à cette situation, le gouvernement de la République vient de signer un protocole d'accord à travers le ministère de la Santé avec l'entreprise chinoise. Un reportage de Robert Beychissese. La signature du contrat avec la société Nippon représente un espoir pour les nombreux patients souffrant d'insuffisance rénale. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, en apposant sa signature sur ce document, ouvre la voie à l'amélioration significative de la vie des personnes touchées par cette maladie. Ce partenariat vise à développer des solutions innovantes pour le traitement de l'insuffisance rénale, une maladie touchant des milliers de personnes en République démocratique du Congo. Je suis ici pour un peu accompagner le ministère de la Santé publique congolaise dans le cadre de traitement de l'insuffisance rénale chronique et aiguë. Ce lundi 23 juin 2025, le directeur de cabinet du ministre de la Santé publique a réceptionné, au nom du ministre, 100 000 doses de vaccins remis à la République démocratique du Congo par la République française à travers son ambassadeur accrédité
en République démocratique du Congo. Ce geste n'est pas une simple opération logistique ou un acte isolé de générosité. Il incarne une conviction profonde, celle d'un destin sanitaire partagé dans un monde où aucune frontière, aucune nationalité, aucune position géographique n'immunise contre la propagation des maladies infectieuses. La remise de ces doses de vaccins intervient dans un contexte où notre pays fait face à des défis sanitaires multiples, notamment la mpox. Ce vaccin MVA-BN contribuera à la protection des populations les plus exposées et à prévenir les futures flambées épidémiques. Une journée qui se clôture par la réunion hebdomadaire pour faire le point sur l'évolution de la mpox en RDC. Engagé dans la lutte contre la drépanocytose, le député national Antoine Tabala a mené une action de proximité dans la commune de Massina, où il a sensibilisé plus de 200 jeunes qui ont bénéficié d'un dépistage gratuit. Suivez aussi que cet élu du peuple a défendu à l'Assemblée nationale une proposition de loi qui vise à renforcer la prévention et la prise en charge de cette maladie. Annie Balaka et Patrick Badibanga pour ce reportage. En pleine période des vacances parlementaires, le député national Antoine Tabala est allé à la rencontre de la jeunesse de la commune de Massina. Il a choisi l'église Mission Tabera, située sur le boulevard Lumumba, pour mener une séance de sensibilisation sur la drépanocytose, une maladie génétique qui touche de nombreuses familles congolaises. Accompagné de son équipe de la fondation Antoine Tabala, engagé pour une RDC sans anémie SL, l'élu du peuple a mis l'accent sur l'importance du dépistage précoce et de la prévention. Sur place, des tests gratuits ont été organisés au profit des fidèles venus nombreux. C'est comme ça que nous sommes en tournée dans des églises. Chaque dimanche, nous faisons environ 200 et nous nous disons au cours de ces 5 ans, nous allons au moins dépister au moins plus de 20 000. Et nous pensons qu'à travers les églises, chaque personne dépistée, c'est un sensibilisateur. Et les 200 aujourd'hui, si chacun arrivait à sensibiliser aussi 200 personnes, vous allez comprendre que l'information va circuler. Et je sais qu'il y a une personnalité qui aujourd'hui a boosté la lutte contre la drépanocytose dans notre pays. Je cite la très distinguée première dame qui est venue jeter les bases d'une autre dynamique pour cette lutte. Et nous tous, nous nous inscrivons dans tout ce qu'elle fait. Le député national a également salué l'implication personnelle de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi dans ce combat, notamment à travers la réhabilitation de l'hôpital Mabanga, spécialisé dans la prise en charge des enfants drépanocytaires. Par cette synergie entre actions sociales et initiatives législatives, Antoine Tabala entend faire de la lutte contre les drépanocytoses une priorité de santé publique en République démocratique du Congo. L'engagement de l'honorable Antoine Tabala dépasse les cadres des actions de terrain. Le 13 juin dernier, il défendait à l'Assemblée nationale une proposition de loi portant lutte contre la drépanocytose. Déclarée recevable, cette proposition est actuellement en commission pour un examen approfondi. Le responsable de la fondation Abigail Bagata Structure, qui évolue dans l'éducation, a eu des échanges avec Modeste Bahati. Ensuite, le deuxième vice-président du Sénat a reçu Sandra Nyangui, journaliste ici à la RTNC, venue lui présenter son trophée dans la catégorie meilleure présentatrice. Eric Kabamba nous en dit plus. Élue meilleure présentatrice du journal télévisé à cette 9e édition des Culture Awards RDC, la journaliste Sandra Nyangui de la RTNC a tenu à présenter son trophée au deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. La vedette de 20 heures de la RTNC estime que ces prix est le résultat d'un travail sérieux et acharné qui finit toujours par payer. Un engagement dont elle tient le secret du professeur Modeste Bahati Lukwebo, auprès de qui elle tient l'exemple depuis plus de 15 ans. On travaille avec le deuxième vice-président depuis maintenant 15 ans. Parce qu'il a contribué en partie, parce qu'on a parcouru avec lui, on s'est forgé auprès de lui, on a appris auprès de deuxième vice-président. C'est comme un papa, un mentor, alors on est venu lui présenter ce prix qui est un prix collectif.
Le deuxième vice-président du Sénat s'est dit honoré par ces gestes de reconnaissance de la part de celle qu'il considère comme sa fille, avant de lui donner encore de bénédictions pour le futur challenge. Il était très émerveillé, il a vu que l'enfant a grandi dans l'excellence sur ses pas, il a suivi les conseils et il ne peut qu'être très émerveillé. Il nous a promis, il nous a donné la bénédiction d'aller de l'avant et de ramener encore prochainement des grands. Culture Awards DRC est un trophée de méritocratie qui vise à encourager le meilleur dans chaque domaine d'activité en Afrique. Pour cette 9e édition, les candidats des 3 pays africains étaient en course, notamment l'Angola, l'RDC et l'Afrique du Sud. Le même jour, le deuxième vice-président du Sénat a également reçu en audience une délégation de la Fondation Abigail Bagata. Constituée essentiellement de jeunes, cette structure évolue dans la promotion de l'éducation des enfants, particulièrement ceux issus de milieux défavorisés. Reconnu pour son engagement dans l'encadrement des jeunes, Modeste Bahati Lukwebo a encouragé les membres de cette organisation avant de leur promettre son accompagnement. Et toutes nos félicitations à Sandra Nyangui. Et puis une session parlementaire qui s'est déroulée dans un contexte de guerre d'agression. Sénateurs et députés nationaux de l'UDPS ont évalué leur participation. Ils se sont retrouvés autour du secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya. Alain Bikaï. Après la clôture de la session de mars, à l'IDPS et Mosaïque, l'air est à l'évaluation des activités menées pendant cette session et les enjeux politiques de l'heure. C'est dans ces cadres que le président intérimaire de l'IDPS, honorable Augustin Kabouya, a réuni les sénateurs et députés nationaux pour tabler sur ces thématiques en vue d'élever les options. Dans son adresse, le chef de file du parti présidentiel est revenu sur la discipline, la loyauté envers les chefs de la majorité présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ensuite, Augustin Kabouya a félicité les élus de son parti pour la qualité de leur participation aux travaux en commission et en plénière des 2 chambres du Parlement. Il a tenu à l'occasion à rappeler que toutes les mosaïques ont une seule autorité politique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aussi haute autorité de référence de l'UDPS. Tour à tour, les élus présents à cette réunion ont pris la parole pour réitérer leur soutien indéfectible au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ses efforts de ramener la paix dans la partie orientale du pays, et c'est pour amélioration des conditions sociales des Congolais. Ensuite, ils ont évoqué les enjeux politiques et la question de certains gouverneurs et mandataires publics du parti présidentiel et mosaïque qui évoluent en cavalier solitaire sans respect de la hiérarchie et des élus du peuple. À la question de déstabilisation de certaines institutions provinciales, Augustin Kabouya appelle à l'apaisement et met en garde les tireurs des ficelles. Un bon chef de troupes, le numéro 1 de l'IDPS a pris bonne note et en fera rapport acquis des droits avant d'envisager une rencontre entre ces derniers et les élus du peuple pour dissiper tout malentendu. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a échangé avec une délégation de l'Agence nationale de gestion électorale du Tchad, conduite par son président Jean-Pierre Dolodemazo. Pour plus de détails. Au terme de leurs échanges, le président de l'Agence nationale de gestion électorale du Tchad a souligné le haut niveau de l'expertise électorale congolaise, désormais source d'inspiration pour d'autres pays africains. Il a mis en avant les initiatives innovantes telles que le vote électronique et d'autres avancées technologiques dans le domaine électoral. La délégation tchadienne a exprimé sa volonté de s'inspirer des progrès réalisés par la RDC en matière de digitalisation électorale. Donc nous sommes venus ici échanger nos expériences. Et surtout qu'au niveau de la CENI, ils ont eu déjà cette expérience de faire également comme nous. Ils ont eu à faire plusieurs élections. La seule différence, c'est que nous, on a fait toutes nos élections de manière manuelle, alors qu'ici, il y a eu la digitalisation. Nous voudrions profiter de l'expérience de la CENI pour ne pas faire les mêmes erreurs qui ont été constatées ou s'il y a des défaillances, comment les combler avant d'organiser ces élections chez nous. Dans un second temps, les hôtes de la CENI ont eu une séance de travail avec le secrétaire exécutif national qui leur a présenté le fonctionnement de l'institution, son organigramme et ses missions.
Les femmes de la diaspora française ont mis en place une synergie qui vise à accompagner les initiatives du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans le processus de paix dans l'Est de la RDC. Une occasion pour elles d'échanger aussi sur différentes thématiques, notamment la promotion des femmes, en particulier celles victimes de l'agression rwandaise. Iverson Kabwawa pour ce reportage. Tenu à Paris en France, ce rendez-vous du réseau des femmes solidaires internationales s'inscrit dans le cadre d'une action de soutien envers les femmes victimes des conflits dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Marrainée par la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, ce haut rendez-vous à caractère pédagogique met en relief les thématiques business et entrepreneuriat et vise à mettre en place une synergie des femmes leaders afin de pouvoir construire l'idéal en faveur de la RDC d'une part et d'autre part soutenir les efforts de la paix voulus par les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme on dit souvent, une femme ne peut pas bâtir un pays. Et moi, j'ai vu que les femmes solidaires, elles avaient bâti parce qu'elles s'étaient déplacées jusqu'à Goma pour venir en aide aux victimes de cette guerre qui s'est passée à l'Est. Et à partir de ces moments-là, j'étais vraiment touchée parce que j'ai vu que c'était des opérations concrètes. Notons que pour la présidente de la structure RFC, Lina Pembe, ces cadres veulent fournir des programmes de renforcement des capacités aux organisations des femmes locales et internationales afin de les autonomiser et impacter positivement la communauté. À l'issue des échanges, plusieurs femmes de la diaspora ont adhéré à la vision visant à promouvoir la femme. Vers une gouvernance verte et participative à Kinshasa, ce lundi, le comité municipal de la protection et de l'amélioration de l'environnement sont en formation. Ce programme appuyé par l'Union européenne vise à doter la ville de Kinshasa d'un plan concret d'urbanisation. Rodé Panda et Fanny Malonga. C'est un pas de plus vers une ville durable et inclusive. La formation lancée aujourd'hui à Kinshasa pour les comités municipaux de l'environnement marque une volonté claire, celle d'impliquer les citoyens dans la protection de leur cadre de vie. 144 participants venus de 4 districts de la capitale, à savoir Lukunga, Funa, Tchangou et Moamba, seront désormais capables d'élaborer des plans adaptés à leur réalité locale. Projet PAC citoyen soutenu par l'Union européenne et porté par des structures engagées telles que la Commission Justice, Paix et Sauvegarde de la création de l'ECC et Mwangaza. Congo International met un accent particulier sur les zones inondables et polluées. Les femmes, les jeunes et les personnes vulnérables sont placées au cœur de cette démarche. Tous nous sommes inquiets lorsque nous regardons l'environnement de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est à la fois notre capitale, notre province, je peux même aller dire que c'est le siège des institutions, c'est le miroir. Et donc tout celui qui aime cette ville ne peut que donner le meilleur de lui-même pour que demain après demain, même si vous n'êtes pas là, et les générations futures qui viendront disent qu'il y a une génération qui est passée, qui a boosté les choses, qui a changé les choses. À travers cette initiative, Kinshasa s'engage dans une dynamique d'urbanisme participatif pour une ville plus propre, plus résiliente et plus humaine. Enfin, le deuxième symposium sur la localisation de l'aide humanitaire en RDC a démarré ce lundi. Ces assises visent à évaluer les progrès réalisés depuis la première édition dans la ville de Bukavu, mais aussi renforcer le leadership local pour construire une action humanitaire plus cohérente. Rodé Panda, une fois de plus. Coup d'envoi ce lundi à Kinshasa de travaux du deuxième symposium sur la localisation de l'aide humanitaire en RDC. Le secrétaire général aux actions humanitaires, Alain Mboko Ayeti, a rassuré une fois de plus l'accompagnement du gouvernement de la République dans la question humanitaire. Ces assises de haut niveau visent à évaluer les progrès réalisés depuis la première édition tenue à Bukavu au Sud Kivu, mais aussi à renforcer le leadership local et construire une action humanitaire plus cohérente, équitable et durable. Pour les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur des questions humanitaires en RDC, Bruno Lemarquis, il est nécessaire
que les acteurs humanitaires locaux soient au cœur de l'aide. Ce qu'on appelle la localisation, c'est vraiment faire en sorte que les acteurs locaux soient beaucoup plus au centre du leadership humanitaire, puisqu'ils sont là, ils connaissent leur pays, ils ont énormément de membres dans tout le pays, y compris dans les zones très difficiles. Il faut que la relation qu'il y a entre le système humanitaire et les organisations nationales change. La mise en œuvre d'un cadre de coordination à l'aide humanitaire et pour le Conseil national des ONG humanitaires et le développement en RDC, CONAFOD, plus qu'une nécessité en ces moments de coupure de l'aide par d'autres bailleurs. Nous allons définir une action humanitaire qui est plus centrée sur les communautés et où les communautés sont mises au centre de l'action. Un système humanitaire qui vient répondre aux réussites que nous sommes en train de vivre et à la coupure de financement humanitaire qui nous amène à réfléchir un peu plus sur comment agir pour être plus efficient et pour être plus efficace. Durant 3 jours, les participants devront aboutir à la mise en place d'une feuille de route commune et inclusive. Fin de ce journal, rédigé par Gauthier Kiassi, sur la supervision de Jacques Kababwa, à la réalisation, à la coordination, Pati Tondwangu, Simo Kankolongo et André Njeka. L'actualité continue à 23h avec Rodine Daya. Moi, je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. Portez-vous bien.